que dans nos esprits, le conflit, il a une mauvaise presse. Souvent, on l'imagine comme la fin de quelque chose, alors qu'en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en préambule, c'est une composante de vie. Une composante de vie, c'est-à-dire, c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire évoluer ma relation, la relation à soi et la relation à l'autre. Il faut savoir que c'est un moyen et pas une fin. Souvent, quand on parle de conflit, on parle de combat, on parle de colère, on parle de pas mal de choses, mais en réalité, le conflit, c'est aussi cette volonté d'une remise à net, c'est cette capacité d'évoluer dans la relation, c'est apprendre à mieux me connaître et mieux connaître l'autre, et surtout pouvoir négocier nos différences, parce qu'on sait bien, l'autre reste autre, il est différent, même si c'est quelqu'un qui nous comprend, mais il reste différent, il a une histoire différente de la nôtre, donc un psyché différent, donc il a une manière d'encoder les choses qui est complètement différente. Donc automatiquement, face à cette différence, on peut être très réactive et ne pas comprendre que l'autre ne comprend pas ce que je peux lui dire, et c'est à ce moment-là qu'on est dans notre cerveau émotionnel et qu'on se jette finalement dans le conflit, et c'est là où réellement, tout simplement, notre réactivité, elle est maximale. D'un côté, j'ai besoin de liens, parce que nous sommes des mammifères, donc on a besoin de vivre des relations de liens, que ce soit le lien avec ses amis, mais que ce soit le lien avec son enfant ou encore avec son conjoint. Mais d'un autre côté, justement, si je suis dans ma, on va dire, dans ma réaction maximale, le lien va devenir un espace de danger, enfin la cellule va devenir un espace de danger, et je vais rester éloignée de l'autre, alors qu'en réalité, vous, moi et l'autre, on a tous besoin de créer des liens parce que nous sommes des mammifères et on a besoin de liens. Donc, ce qu'on est en train ensemble d'essayer de dérouler la fois dernière et ce soir, c'est d'apprendre à baisser la garde quand justement on est activé dans une forme d'incompréhension face à l'autre. On avait vu d'ailleurs la fois dernière que c'est l'incompréhension qui me jette dans un conflit, peut-être dans une violence verbale, et c'est en fait qu'est-ce que je ne comprends pas de l'autre qu'il essaye de me dire. C'est réellement cela en fait, c'est cette différence qui crée un espace entre moi et lui, et rester activé va justement rendre la relation difficile, et même si des fois j'ai envie de passer sur les dossiers en disant bon c'est passé, mais je vous l'ai souvent dit, le cerveau il encode beaucoup de choses, et pour lui les dossiers qui ne sont pas traités reviennent et reviennent. On va développer de la rancœur, on va développer peut-être une forme d'incompréhension, même de la vengeance, parce que ce dossier il est stocké là dans ma mémoire à long terme, et tant qu'on n'a pas essayé de comprendre, eh bien finalement, ça va rendre, on va dire, dangereuse la relation, et on va se mettre dans un mode de survie, un mode un peu attaque, et ça, c'est pas ce qui donne une relation privilégiée. Donc l'idée, déjà, il faut savoir que toute notre vie, nous sommes des apprentis et nous apprenons justement. Personne ne peut dire qu'il est un sachant concernant la bonne gestion du conflit. On apprend et on essaye justement avec de la patience et avec justement de la conscience à pouvoir essayer de gérer les conflits à un autre niveau pour qu'ils deviennent une source d'évolution et un outil d'évolution pour ma vie. Parce que le conflit, sans conflit, en réalité, on a bien compris la fois dernière qu'on ne peut pas vraiment se réaliser et on ne peut pas justement essayer d'avoir des moments d'état des lieux pour pouvoir mieux avancer. Alors, par rapport au déroulé de la fois dernière, je vais rentrer maintenant dans la manière un peu plus exhaustive de pouvoir gérer les conflits. Alors, ce soir, on va un peu plus brancher neurosciences, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne là, à l'intérieur de moi. Donc, vous aurez pas mal d'outils, mais j'estime que quand on ne connaît pas, on ne peut pas changer. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas changer. Donc, c'est important de développer de la conscience et de la connaissance. Mais avant de rentrer dans cela, un peu plus en profondeur, j'aime toujours dire à mes couples, parce que je suis thérapeute de couple, que lorsqu'il y a un conflit, c'est jamais un
conflit de personnes, c'est toujours un conflit de valeurs. Je le répète parce que c'est important, c'est jamais un conflit de personnes, mais c'est un conflit de valeurs. Alors, pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de vous dire, il va falloir déjà revenir à ce qu'est une valeur. Souvent, quand on entend le mot valeur, on pense à valeur religieuse, alors qu'une valeur, c'est réellement qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Il faut savoir que d'une façon générale, la valeur, les valeurs, reflètent vraiment qui je suis vraiment. C'est ma banque, on va dire, de motivation. Et vivre en accord avec ces valeurs, ça va être mon carburant, mon énergie, et qui va me permettre justement eh bien, de pouvoir mieux me comprendre. Et quand je clarifie mes valeurs à l'autre, c'est lui donner des cartes pour mieux me comprendre. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, l'autre reste autre. Même s'il est mon mari, même si on partage notre vie depuis 20 ans, depuis 30 ans, il reste autre. Donc, l'idée, c'est que pour pouvoir communiquer avec l'autre autour de mes valeurs, pour lui donner des cartes d'une meilleure compréhension de qui je suis, il va falloir que moi-même, je travaille autour de ce qui est important pour moi, dont mes valeurs. Mes valeurs, d'une façon générale, sont très importantes, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qui je suis vraiment, et c'est aussi ce qui conditionne mes choix. Ça veut dire qu'en fait, quand on a du mal, ça c'est un indice, à définir des choix. Alors un choix, c'est pas si je mets une robe rouge ou une robe verte. Un choix, c'est réellement qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel type d'occupation professionnelle. Eh bien, pour pouvoir choisir et faire un choix qui soit en accord avec mon moi profond, il faut que je puisse connaître mes valeurs, qu'est-ce qui m'anime de l'intérieur. C'est très, très important, les valeurs. Et une valeur, ça répond à la question qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Donc, il est clair que tant que je n'ai pas clarifié mon système de valeurs et que j'en ai pas parlé autour de moi, c'est-à-dire à mon cercle proche, il est clair que je ne peux pas, en fait, je ne peux pas développer une relation saine parce que quelque part, on reste quand même des inconnus. Donc, quand on a envie d'assainir une relation, que ce soit celle dans un couple ou avec un enfant, il est clair qu'il va falloir revenir à notre système de valeurs. Alors, sachez, mesdames, que nous avons 7 valeurs motrices. On en a 7 et l'idée, c'est qu'il va falloir les chercher, à savoir qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, comme par exemple, ça peut être l'apprentissage, ça peut être l'amour, qui est une valeur universelle dont on a tous besoin, ça peut être la liberté, ça peut être, je ne sais pas moi, la sécurité, ça peut être encore une espèce de la réussite, hein, le fait d'évoluer, se voir évoluer. Donc en fait, l'idée, c'est de dérouler les 7 valeurs motrices. Et comment est-ce qu'on va vivre en accord avec cela? On va essayer de comprendre la signification de ces 7 valeurs. Qu'est-ce que c'est pour moi, par exemple, la liberté? Est-ce que la liberté, c'est faire ce que je veux? Ou la liberté, c'est peut-être se donner la liberté d'être qui l'on a envie d'être? Donc, voilà, donner des définitions à ces valeurs. Je dirais quand même d'abord les hiérarchiser. Quelle est la plus importante pour moi, la deuxième plus importante? Et une fois qu'on a ces valeurs, c'est se poser la question, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que je vis en accord avec ces valeurs? Qu'est-ce qui prouve que ma vie est accordée à ces valeurs? Et également, essayer de communiquer autour, parce que là, vous allez donner des informations essentielles et vous allez faire évoluer la relation à un niveau supérieur. Donc, avant de rentrer un peu plus en profondeur autour de tout l'aspect émotionnel ce soir, parce que quand on parle de conflit, on parle souvent d'une émotion qui est la colère, je voulais revenir sur cette notion de valeur, parce que quand on est au clair avec nos valeurs et qu'on a justement clarifié tout simplement ces valeurs auprès de ceux qui sont proches de nous, il est clair que l'on donne des clés importantes sur qui je suis vraiment. Et quand je fais de même et que je m'approche des valeurs de l'autre et qu'on essaye justement de les faire vivre en arrosage
dans le couple, dans la cellule couple, ou dans la relation familiale avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses parents, automatiquement, on élève la relation à un niveau supérieur. Donc, je pense que ça, c'est une des résolutions du conflit qui est très importante et qui permet justement de pouvoir faire évoluer tous ces moments d'incompréhension que l'on peut rencontrer dans notre vie. Alors, bien sûr que quand on parle de conflit, tout ce qui nous vient à l'esprit, c'est une émotion qui est présente. Et là, on va rentrer dans un travail, si vous le voulez bien, mesdames, un peu plus profond. C'est la colère. Alors, bien sûr que dans un conflit, il peut y avoir d'autres émotions. Attention, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la tristesse, mais j'ai 1 heure ce soir et je ne vais pas pouvoir parler de toutes les émotions qui peuvent être présentes lors d'un conflit. Là, on va essayer de faire un travail un peu plus profond, essayer de comprendre en profondeur pour être on va dire, dans une attitude de prévention. Et quand on a vécu, par exemple, une situation conflictuelle, par exemple, avec son conjoint, par exemple, on va prendre je lui ai parlé d'un sujet et je n'ai pas du tout senti qu'il a compris ce que je lui ai dit. J'ai essayé de lui faire passer un message, il est resté distant par rapport au message que je lui ai passé. Donc là, ça génère chez moi, quelque part, je suis activée de l'intérieur, je suis en colère. Je me dis, comment est-ce que mon conjoint, avec qui j'ai passé une partie de ma vie, ne peut pas comprendre ce que je suis en train de lui expliquer. Donc, je vais vivre la situation, mais il est clair qu'après la situation, il va falloir que je fasse on va dire que je crée on va dire une clarification de la situation pour comprendre comment ça s'active à l'intérieur de moi et surtout comment je peux préparer les prochaines situations. Parce qu'en fait, si on est honnête, vous allez voir que le type de conflit que l'on génère dans notre vie sont toujours plus ou moins les mêmes. Ils ont toujours la même forme, on va dire ça, la même couleur, la même odeur, on va parler comme ça. Et finalement, lorsque je comprends comment ça se passe à l'intérieur et quel dénouement je donne à tout cela, eh bien, je vais justement me préparer, je vais être dans ce qu'on appelle l'intelligence d'avant, pour pouvoir préparer les prochaines situations, parce qu'on sait que le conflit, c'est une composante et que c'est quelque chose qui va se reproduire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça m'impacte différemment et que ça impacte aussi la cellule couple à un autre niveau. Donc, on veut apprendre, on veut tirer des infos pour pouvoir avancer. Et c'est ce que l'on va faire ce soir. On va être dans une attitude de prévention. Ce que je vais dérouler devant vous, c'est surtout pas quelque chose que vous allez pouvoir travailler lorsque vous êtes activé, lorsque vous êtes dans le conflit. Mais une fois que finalement vous avez un peu baissé les armes et que vous êtes peut-être plus apaisé, vous allez essayer de rentrer en profondeur à l'intérieur de vous et vous allez essayer de prévenir les prochaines situations parce que c'est important peut-être de passer la situation, mais c'est important surtout, mesdames, de préparer l'après. Parce qu'en fait, finalement, on ne fait que revivre les mêmes situations avec peut-être d'autres sujets, mais au fond, on va dire l'origine est toujours le même. Le déclencheur est toujours le même. Alors, déjà, pour pouvoir comprendre et parler de colère, la colère, vous savez que ça fait partie des 4 émotions de base. Vous avez la patronne qui est la peur, la colère, la tristesse et la plus sympathique est la joie. Quand on parle du mot émotion, quand on revient à l'étymologie, je le dis souvent parce que l'étymologie nous donne des informations importantes sur les mots qui nous permettent de mieux comprendre le mot. Donc, émotion, c'est extérieur, movere, mouvement. C'est un mouvement qui m'invite à aller vers l'extérieur. En fait, c'est un signal pour aller vers l'extérieur, pour agir. Donc, toute l'idée, c'est que quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est qu'en fait, quand j'écoute mes émotions, je deviens finalement quelqu'un d'intelligent. C'est-à-dire que nos émotions nous rendent intelligents, nous amènent une capacité de perception complètement différente et nous donnent des indications extrêmement riches. Donc la question à se poser, c'est est-ce que là, la colère que je vis, que j'ai vécue ce soir, pardon,
eh bien, a un message intelligent à me passer. Parce que qu'est-ce que c'est que la colère, mesdames? La colère, c'est en fait un mécanisme qui est là pour tout simplement nous protéger. Donc, on se sent agressé par l'autre parce que, admettons, quand je reviens à cet exemple que je vous ai donné tout à l'heure, j'essaye de lui passer un message qui est très fort pour moi, qui est très important, et j'ai l'impression que l'autre, eh bien, n'a pas du tout capté et se sent pas du tout impliqué dans ce que j'essaye de lui partager. Donc, quelque part, je me sens agressée. Je me sens agressée finalement dans la relation peut-être que j'ai tissée, dans le lien, dans la qualité de mon lien. Et quelque part, je vais pardon, essayer de me protéger et je vais avoir une montée d'adrénaline, d'accord, qui va me permettre justement de pouvoir me sortir de cela. Mais la colère, c'est juste un mécanisme qui est là pour nous protéger face à une agression que je pourrais ressentir. Ça m'indique que l'autre, finalement, tout simplement, a froissé une règle qui est très importante pour moi, et une norme, par exemple, une norme de vie, et je vais devoir lui en parler. C'est cela, en fait. L'émotion, c'est en vérité un message-action. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai le droit d'avoir de la colère, j'ai le droit d'avoir de l'incompréhension, mais en fait, je n'ai pas le droit d'y rester parce que sinon, eh bien, je vais rentrer dans un cercle vicieux. À ce niveau-là, quand je prends la colère, à ce niveau-là, j'ai envie de dire que la colère, elle est saine. D'accord? La colère, là, elle va m'indiquer qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, si je commence à laisser ma colère déborder, d'abord, elle va être, vous le savez, inefficace, et ça va déclencher chez moi peut-être une réaction agressive. Une réaction agressive, c'est pas forcément avoir une attitude agressive au travers eh bien, de mes réactions physiques. Ça peut être au niveau de mon langage verbal, etc., etc. Donc, on crée un cercle vicieux et finalement, on a l'impression que la personne qui est devant moi, elle ne comprend rien du tout, elle n'est pas comprise et la colère grandit, grandit, grandit. Mais mesdames, il faut savoir que derrière cette colère que j'ai pu vivre, ressentir ce soir dans l'interaction que j'ai eue avec mon époux, c'est en réalité une émotion qui est un visiteur qui m'annonce, qui m'indique qu'il y a chez moi un besoin qui n'est pas satisfait. C'est important ce que je vous dis. Quand justement je développe une colère face à cette incompréhension, c'est qu'il faut savoir que derrière toutes les émotions que l'on vit, il y a toujours un besoin qui attend d'être satisfait, un besoin qui indique que quelque part, il a besoin d'être nourri. Et dès que l'émotion, dès que l'émotion en fait a été comprise, elle va, et dès que le besoin aura été nourri, l'émotion va repartir d'où elle vient. Alors quand je parle de besoin, ça peut être un besoin, par exemple, de respect, j'ai besoin de me sentir respectée, ou alors un besoin d'une meilleure compréhension, peut-être que l'autre ne me comprend pas assez, ou alors peut-être un besoin d'améliorer ma relation avec l'autre parce que je vois que les messages que je lui passe ne sont pas du tout audibles. Donc, il y a toujours un besoin. Et lorsque, j'ai envie de dire, je prends soin de nourrir ce besoin et je développe, par exemple, un peu plus d'affirmation de soi, ou alors je m'efforce à passer un message beaucoup plus audible pour que ce soit un message qui arrive et qui pénètre l'autre, automatiquement, vous allez voir que le son de mon émotion, ce sentiment d'incompréhension ou cette colère qui est là, qui peut être à l'intérieur de moi, qui peut être larvée ou qui peut être, on va dire, refoulée, comme on avait vu il y a quelques semaines dans la première partie de cette conférence. Il y a plusieurs types de colère, ou alors une colère carrément déclarée. On va voir que finalement, le fait de nourrir mon besoin, on va baisser l'intensité de l'émotion. Et là, encore une fois, quelque part, vous êtes en train justement de beaucoup mieux comprendre ce qu'il y a derrière cette colère et vous n'allez pas vous arrêter finalement à l'émotion, vous allez retourner on va dire au déclencheur et là vous allez travailler, j'ai envie de dire, en intelligence. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence tout simplement émotionnelle. Il faut savoir quand même qu'il y a un point de départ à la colère. La colère, elle fait écho à une valeur, on va dire, à un trait de caractère qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est finalement, quand on est en colère,
c'est qu'on pense détenir la vérité, donc on ne se remet pas en question, et plus encore, on se met même dans une attitude de victimisation où finalement, c'est l'autre qui ne comprend pas, c'est l'autre qui n'a pas fait d'effort pour me comprendre, etc., etc. En tous les cas, moi, je remarque que dans mes séances en coaching, quand j'accompagne certaines personnes qui justement vivent des conflits, souvent les personnes qui sont activées et qui développent de la colère, c'est des personnes en réalité, quand on gratte un petit peu, qui ont l'idée qu'ils n'ont pas assez de valeur face à l'autre et que l'autre, le partenaire, va s'en rendre compte. Donc, pour pouvoir justement masquer ce sentiment de faiblesse, ces personnes vont imposer une communication par l'agressivité. C'est souvent cela. Quand on gratte un petit peu, on se rend compte que me sentant pas du tout peut-être au niveau, et j'ai peur que l'autre se rende compte qu'en vérité, j'ai pas les capacités par rapport à ça, je vais, pour on va dire, me renforcer et dans un mécanisme de protection, imposer une communication par l'agressivité. Il faut savoir qu'en réalité, la colère en soi, ce n'est pas le problème. Mais ce qui devient un problème, c'est quand elle est exprimée par bien, tout simplement de l'agressivité. Donc, l'idée, c'est que derrière une émotion, il y a toujours, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un message action. C'est se poser la question, tiens, ce soir, j'ai été très en colère par rapport à ce que mon mari, mon fils, ma fille, je ne sais pas moi, mon collègue m'a dit, et c'est tout de suite se poser la question, tiens, si mon émotion, elle avait quelque chose à me dire, elle me dirait quoi? Quel message elle veut me passer? Quel est le besoin qui attend d'être nourri? Peut-être un besoin, un plus grand besoin d'estime de soi, un besoin de défendre son intégrité, un besoin d'obtenir un changement. Donc, c'est important justement de voir cela comme un visiteur, comme quelqu'un qui va m'apporter une information essentielle. Et là, si vous voulez, la colère, elle aura un autre visage et elle m'aidera à pouvoir grandir. Donc, toujours se poser la question, là, qu'est-ce que j'apprends de ce que j'ai pu vivre là? Comment, eh bien, je peux faire comprendre à l'autre, par exemple, qu'il a touché certaines règles qui sont très importantes pour moi. Ou alors, ça peut être, qu'est-ce que l'autre a envie de me passer comme message que je ne comprends pas. Vous voyez, c'est vraiment des questions de fond qui vont nous permettre justement de peut-être prendre la situation à un autre niveau. Et là, quand on est branché sur cette façon de penser, de toutes les façons, on évolue, on grandit. Donc la colère devient un outil d'évolution. Parce que je pense, et je le dis souvent, mesdames, que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné des émotions pour, il ne nous a pas donné ça à la naissance, pour, nous embêter ou pour nous empêcher d'avancer. Au contraire, tout ce qu'il a mis à l'intérieur de nous, ce sont des outils essentiels pour nous faire grandir et pour nous faire avancer. Maintenant, à une condition, est-ce que je les utilise pour moi ou est-ce que je les utilise contre moi? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va exprimer ces émotions, quand je vous ai posé tout à l'heure la question et je vous ai dit, mais tiens, si mon émotion, elle était porteuse d'un message, ça serait quoi? Et lorsque justement j'exprime, tiens, qu'est-ce que ça m'apprend, cette colère? Là, tout simplement, on est en train justement d'activer le cortex préfrontal, le cerveau de la raison, et finalement, on réduit la partie de l'amygdale, qui est la partie de la peur, l'amygdale au cerveau, et toutes les émotions. Donc, l'idée, c'est que d'une façon générale, plus je remonte au cortex préfrontal et plus je baisse l'intensité émotionnelle. Donc, c'est exactement ce que l'on doit faire. C'est utiliser nos émotions pour pouvoir grandir et pour pouvoir justement en tirer une information. On monte au cerveau pensant et justement, on baisse l'intensité émotionnelle. Et là, l'émotion, en fait, on n'y reste plus dedans parce que souvent, quand on dit « Ah ouais, mais j'ai été tellement activée quand j'ai entendu ça ce matin, ça m'a tellement fait mal » et on reste que sur l'émotion et on passe en réalité sur le déclencheur,
sur réellement ce qui a besoin d'être travaillé. Et c'est dommage. Finalement, on est passé à côté de quelque chose d'important. Alors attention, mesdames, il y a quand même quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que en voulant aussi d'un autre côté chercher à supprimer l'émotion en disant non, 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 il n'y a rien, tout va très bien, je me sens très bien, on risque aussi d'augmenter l'impact de l'émotion. Parce que quand je nie l'émotion, lorsque je nie l'émotion, finalement, j'intensifie l'impact tout simplement de l'émotion. Donc, ça, ce n'est pas non plus une solution. Donc, revenir à essayer justement de prendre ça comme un visiteur et de se dire aujourd'hui quel est le besoin qui a besoin d'être nourri, qu'est-ce qui a à l'intérieur de moi qui est vide et qui a besoin d'être alimenté. Alors, il faut quand même le savoir, ça c'est juste une petite parenthèse, c'est que lorsque l'on développe 5 minutes de colère, c'est 5 heures où on a perdu finalement toute la capacité de nos défenses immunitaires. Nos défenses immunitaires sont réduites à néant finalement et on devient très très fragile émotionnellement. Vous savez que c'est reconnu qu'une personne qui gère sa colère, on ne dit pas qu'il n'en a pas, qui gère sa colère, c'est une personne qui vit 4 ans de plus. Ça, c'est toutes les études scientifiques qui le montrent. Il faut savoir que cette colère, nous empoisonne littéralement lorsqu'on la laisse s'installer en CDI à l'intérieur de nous. D'abord, pour nous les femmes, il faut savoir qu'on stocke des quand on garde cette colère, parce qu'en fait, on va développer un poison qui s'appelle le cortisol, et ce cortisol va se glisser dans le sang et va attaquer des parties comme l'hypothalamus et le thalamus. Il faut savoir que l'hypothalamus, c'est vraiment cette horloge interne qui permet une espèce d'équilibre dans l'appétit, dans tout ce qui est le désir. Donc, c'est quand même une partie très importante. Le thalamus, c'est aussi, ça impacte le thalamus, c'est cette partie qui envoie des informations essentielles au cortex préfrontal. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, comprendre qu'en réalité, on ne doit pas laisser de la colère sans surveillance. Puisqu'on est un peu rentré à l'intérieur de nous, on va rentrer un peu plus en profondeur et là, on va essayer justement d'être un peu plus axé neurosciences. Vous savez que ma spécificité, c'est le coaching en neurosciences, c'est comprendre comment notre cerveau fonctionne pour l'utiliser de façon optimale. Parce qu'en réalité, si l'on veut installer des changements à l'intérieur de nous, on est obligé de revenir à cette pièce maîtresse qui est notre cerveau. Sinon, ça restera, on va dire, de l'ordre d'un désir et ce ne sera pas quelque chose qui pourra s'incarner à l'intérieur de nous et se pérenniser et faire que ce soit quelque chose qui reste sur la durée. Ce changement ne restera pas. Donc, c'est important de pouvoir justement comprendre qu'à l'intérieur de nous, en fait, on a ce qui s'appelle un cerveau triunique. Le cerveau triunique, c'est un cerveau à 3 étages. Un cerveau à 3 étages qui est composé, en fait, de 2 cerveaux qu'on appellerait les 2 cerveaux archaïques, qui se nomment, un, le cerveau reptilien, le cerveau qu'on dirait le cerveau de la survie, et le cerveau limbique, qui est le siège des émotions. D'accord ? Alors, et on a au 3e étage, puisqu'on a 1er étage, cerveau reptilien, 2e étage, on va dire ça comme ça, le cerveau limbique, on appelle ça aussi le cerveau mammalien, parce qu'il est commun à tous les mammifères. Et quand on monte d'étage, on a le cortex préfrontal, qui lui, c'est le cerveau plutôt de l'analyse, de la compréhension. Donc, en fait, il faut savoir que nos 2 cerveaux les plus archaïques, qui sont le cerveau reptilien et le cerveau limbique, sont des cerveaux qui sont très réactifs et très rapides. Ils se mettent très vite en mouvement. D'ailleurs, on se voit quand on est en colère. Il faut savoir que la colère, ça fait partie justement de la dimension émotionnelle. On est très, très réactif, on réagit, on envoie beaucoup, beaucoup de paroles et des fois même des actions, donc on est très réactif. Par contre, le cortex préfrontal, le cerveau pensant, lui, il est beaucoup plus lent, il est beaucoup plus apaisant. Simplement, il faut savoir que le problème, c'est que lorsqu'on est activé, on n'a pas du tout accès à ce cerveau pensant. C'est pour ça qu'on va dire des bêtises, même des choses qu'on ne pense pas. On va dire plein de choses que l'on ne pense pas parce que l'on est activé. Pourquoi ? On se sent
tout simplement dans une situation où on se sent menacé. Admettons, quand je parle de menace, attention, hein, ça peut être même une incompréhension. On se sent menacé dans la relation. Comment, tiens, toi, mon mari, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas ressentir ce que je ressens. D'accord? Donc, dans ce cerveau, dans ce cerveau reptilien ou cerveau limbique, on se sent finalement en danger. On va avoir 3 attitudes, comme le reptile. Qu'est-ce que fait le reptile? Eh bien, ou tout simplement, il se bat, il réagit, on est réactif, ou alors on fuit, on ne veut pas voir et on s'en va, on ne dit rien, ou alors, eh bien, on se fige. On fait un peu le mort, on est figé comme ça, transi dans nos peurs. Donc, il faut savoir que ça, tout simplement, c'est 3 attitudes qui ne servent à rien parce qu'on n'est pas du tout productif. Ces 3 attitudes de fuite qui ne nous permettent pas justement de sortir intelligemment de cela et qui ne nous donnent pas justement les informations essentielles. On va perdre énormément d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a toutes nos facultés qui sont consacrées tout simplement autour, j'appellerais ça, de cette opération sauvetage. Donc, notre cerveau, il va être en mode survie et on va justement ne pas avoir accès à la compréhension et donc pouvoir monter à ce cerveau qui est le cerveau de la raison et qui apaise et qui est beaucoup plus, on va dire, intelligent, hein, qui va raisonner, qui va nous mettre de la raison, qui va nous permettre un petit peu de justement temporiser et nous faire descendre des tours. Donc, je reviens, le cerveau reptilien, c'est ce cerveau c'est derrière d'ailleurs la nuque. Le cerveau mammalien, c'est le cerveau, le siège émotionnel, c'est le siège de l'affectivité. Voilà, vous mettez vos paumes sur vos oreilles et c'est toute cette partie-là, d'accord? Et lui, c'est vraiment ce qui permet de donner une espèce de permanence dans les relations. Et vous avez le cortex préfrontal ou le néocortex qui, lui, voilà, vous voyez, vous mettez vos mains sur vos sourcils. C'est toute cette calotte-là qui se trouve justement, qui permet justement, tout simplement, de pouvoir réagir avec un espèce de lâcher-prise, qui permet justement de raisonner, qui permet justement de mettre de la raison dans l'émotion. Alors, il faut savoir qu'on a tous un mode de prédilection. Dans un conflit, on a tous une façon de réagir. Il y en a certains qui vont être dans un mode reptilien. Ils sont là. Le mode reptilien, c'est vraiment le premier cerveau grégaire qui est là que pour assurer la survie. Quand je me sens en danger, c'est comme si je me demande si je vais pouvoir vivre. Donc, j'assure ma survie. Il y en a certains qui vont être mode limbique, qui vont être plutôt basés sur l'émotionnel, et il y en a d'autres qui vont être plutôt un peu plus dans un mode cortical. Donc, on n'est pas du tout égal, chacun face au conflit. Ça voudrait dire quoi? Dans le conflit, je suis plutôt mode reptilien. Ça veut dire qu'en fait, il y a certaines personnes, pour assurer leur survie, qui vont laisser tout dans l'état, qui ne vont pas vouloir voir les choses, qui vont préférer même souffrir, d'accord? Mais ce qui compte pour eux, c'est justement fuir et ne pas rentrer dans des choses connues ou essayer d'approfondir. Donc là, à ce moment-là, je peux éventuellement tout simplement réagir en fuyant, en me mettant de côté, peut-être même en agressant. Ça, c'est le premier type, on va dire, dans le conflit. On peut être dans ce mode reptilien. Mais on peut être également, mesdames, dans un mode limbique. Le mode limbique, c'est vraiment, on a passé un niveau, hein, c'est plus le reptilien qui est tout en bas, qui est vraiment, on va dire, le cerveau grégaire, celui qui assure que la survie. On monte d'étage et on passe au cerveau limbique qui, lui, on va dire, il est déjà beaucoup plus en contact avec le cortex préfrontal et on est plutôt branché sur un mode compatissant, d'empathie. On va essayer de comprendre l'autre, on va essayer de mettre un petit peu de compassion et d'empathie par rapport à la situation. Alors oui, c'est bien, mais pas suffisant, parce que ça ne m'apporte pas les éléments dont j'ai besoin. Bien sûr, avoir de l'empathie, comprendre que l'autre peut avoir ses moments et que peut-être il a failli à ce que j'attendais, c'est peut-être une bonne chose. Mais il va falloir justement
que je puisse communiquer et que je puisse lui dire. Donc, il ne va pas falloir que je reste que là-dedans. Et le cortex préfrontal, c'est en vérité ces personnes qui arrivent justement à pouvoir se détacher du problème et prendre de la hauteur. C'est comme si je regardais le problème de mon balcon, hein, un peu à l'extérieur, et ça me permet justement de raisonner. Donc, la vraie question, c'est essayer là maintenant, par exemple, par rapport à ce que j'ai déroulé, de prendre un temps en vous disant, moi, par rapport au conflit, hein, dans les différents conflits que j'ai, d'accord ? Dans quel mode je suis généralement? Dans quel mode je suis généralement? Dans quel mode je m'installe? Et ça, c'est très important pour pouvoir, encore une fois, faire évoluer les choses. Si je reste justement dans ma dimension reptilienne, eh bien, je vais être dans une notion de survie. Est-ce que je vais pouvoir, on va dire, vivre à ce que je vis et ne pas, et ne pas chercher à fuir? Au contraire, rentrer pour essayer de me comprendre. Si je reste dans un mode uniquement limbique, c'est comment je vais pouvoir peut-être utiliser de la meilleure façon mes émotions. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse justement pour bien utiliser mes émotions et qu'elles puissent et que je puisse organiser ma gestion émotionnelle. Bien sûr que j'ai besoin d'émotions, mais je ne dois pas rester que dans les émotions. Et arriver au cortex préfrontal, c'est essayer de se dire on a bien compris que le cortex préfrontal, c'est le cerveau pensant, le cerveau qui organise, c'est le cerveau de la solution. C'est quelles sont les solutions que je vais pouvoir mettre en œuvre pour tout simplement pouvoir avancer. Vous voyez, lorsque justement je suis plus calme, j'essaye justement d'essayer de me dire, bon, dans quel mode je suis et qu'est-ce que je pourrais faire pour calmer ce cerveau reptilien, ce cerveau de la survie, peut-être se dire, bon, ça va, je ne vais pas mourir hein, s'il se passe quoi que ce soit. Ça va, tout va bien, tranquille. Je ne suis pas en danger. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, tout ce qui tourne autour de la dimension reptilienne, en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui assure la survie. On est vraiment dans une dimension très grégaire, très archaïque. Donc, quand on revient justement à ça et qu'on se dit, bon, ben, ça va, c'est vrai, il m'a mal parlé, il ne m'a pas compris ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ce qui va, on va dire, ce qui indique la fin de la relation, tranquille. Donc, on essaye de mettre un petit peu de raison dans cela. Lorsque j'organise, deuxième étape, ma gestion émotionnelle, c'est vrai que l'empathie est importante, d'accord? Mais en même temps, il ne faut pas rester dans l'auto-empathie. C'est quoi l'auto-empathie? C'est, en fait, je comprends l'autre, mais moi, je ne me définis pas. Moi, je n'essaye pas justement de faire passer ma vérité à l'autre. J'ai besoin de comprendre l'autre, certainement, mais en même temps, j'ai aussi besoin que l'autre me comprenne. Donc, j'ai besoin de m'affirmer et d'affirmer ma vérité. Et lorsque je suis justement branchée cortex préfrontal, là, je suis dans la recherche de solutions. C'est essayer de se dire qu'est-ce que je peux mettre en œuvre justement pour que la prochaine fois, tout simplement, je sois moins activée. Rappelez-vous que dans un conflit, il n'y a jamais un perdant ni un gagnant. Il y a réellement cette capacité, en vérité, c'est réellement essayer de trouver justement un moyen qui va me permettre de mieux connaître l'autre et on va dire ce qui est réellement, ce qui devient un ennemi, c'est cette différence que je n'arrive pas à accepter, que je n'arrive pas à encoder. C'est réellement cela l'ennemi dans le désaccord. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est intéressant de comprendre eh bien, comment je fonctionne à l'intérieur et comment justement je peux m'apaiser intelligemment. Donc, on a parlé tout à l'heure de valeurs, on a parlé de ces émotions qui s'appellent la colère, hein, essayer de mieux comprendre le message de la colère, parler et nommer les besoins qui se trouvent derrière la colère et les nourrir en arrosage automatique, d'accord? On a parlé aussi de la manière en fait, comment ça se passe à l'intérieur de nous au travers de ce cerveau triunique, et ça donne aussi meilleure conscience. Et en même temps,
quand tout à l'heure, je vous disais justement, je voudrais revenir sur un point, si vous le permettez, quand on parle du cerveau émotionnel, disons qu'il est très, très important quand on est comme ça activé, de faire passer à l'autre que l'on reste malgré tout, même si il y a une incompréhension entre lui et moi, que notre disposition, elle est bienveillante. Et ça, c'est très, très important. En thérapie de couple, on encourage les couples toujours, dans un conflit, à rester quand même en contact physique avec l'autre. Je sais que c'est compliqué, mais lorsque justement, même si on est très activé, essayer de garder un contact physique, ça peut être tout simplement lui prendre la main, se forcer, parce qu'en fait, c'est que vous n'êtes pas en désaccord avec qui il est, mais vous êtes en désaccord avec ce qu'il fait ou ce qu'il ou en fait ce qu'il ne donne pas, ce qu'il ne vous donne pas, par rapport à vos attentes. Donc en réalité, on est en train de lui passer un message très fort, même si je suis pas OK avec toi intellectuellement, mais sache une chose, c'est que notre lien, il est protégé. Notre lien, il est affirmé. Et ça, c'est quelque chose qui apaise. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile, mesdames, mais en même temps, on est tenu de bien différencier les choses. Ce n'est pas toi que je rejette, c'est en fait ton attitude, ton comportement. On ne touche pas la dimension identitaire, on touche en fait tout ce qui tourne autour de la dimension comportementale. Et en règle générale, quand on est comme ça activé, on parle beaucoup, enfin, on revient beaucoup à un point qu'on a découvert dans les années 60, c'est tout ce qui tourne autour des neurones miroirs. Il faut savoir que lorsqu'on est activé à l'intérieur de nous, il faut savoir que, ce qui est à l'intérieur de moi va se voir à l'extérieur. Au travers, en fait, même d'un langage non verbal, je vais passer des informations à l'autre, même de façon inconsciente, et l'autre va se mettre dans les mêmes dispositions mentales. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il pense que moi, je ne suis pas bien, donc lui, il ne sera pas bien. Donc, il ne sera pas réceptif au message que je vais pouvoir lui passer. Donc, c'est très, très important d'essayer justement de revenir à nos états internes pour pouvoir baisser d'intensité parce que finalement, je passe des informations très, très importantes au travers de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et lorsque par exemple, vous savez, je ne sais pas si vous entendez dire des fois, ah, cette personne, je ne la sens pas. Je ne le sens pas. Eh bien, en fait, c'est que à ce moment-là, à ce moment précis, mesdames, c'est que vos neurones miroirs sont activés, sont en activation. Donc, c'est important, justement, d'en prendre conscience parce que c'est comme si, en fait, on envoyait un virus à l'autre, quelque part, quelque chose qui va finalement, l'empêcher de pouvoir entendre et d'encoder notre message. Donc, faire attention à ce que l'on transmet, faire attention à nos états internes parce que on peut transmettre nos angoisses, nos craintes à notre entourage et même des fois à nos enfants. Et sachez que cette découverte qui a été faite dans les années 60, qu'on appelle les neurones miroirs, c'est réellement quelque chose qui a révolutionné pas mal d'aspects dans la connaissance de soi et de l'autre, parce qu'en fait, on passe beaucoup plus que ce qu'on imagine passer, et l'autre est beaucoup plus activé que ce qu'on imagine. Bien. Maintenant qu'on a un petit peu parlé de la manière dont ça fonctionne à l'intérieur de nous, on va essayer de revenir à un point qui me semble très, très important. C'est que lorsque je suis comme ça dans un conflit, il va falloir quand même, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, pouvoir se concentrer sur le lien et montrer qu'en réalité, notre volonté, c'est de rester tout de même en lien avec la personne. Et pour cela, il va falloir, comme je le dis, être là, présent, au moment où les choses se passent et, on va dire, par des mots peut-être signifiants, dire, tu sais, je n'ai pas du tout apprécié ce que tu as fait ce soir, mais en même temps, quelque part, faire comprendre à l'autre que notre engagement,
n'est pas remis en cause. On ne remet pas la légitimité de notre relation. C'est très important ce que je dis ce soir, parce qu'en fait, souvent, on a tendance à tout prendre et tout balancer. Quand une personne, finalement, a pu agir de cette façon ou de cette façon, eh bien, pour nous, c'est toute la relation et on n'arrive pas à nuancer les choses. Donc, c'est très important de s'efforcer de se refocaliser sur le lien et faire sentir à l'autre que notre volonté, ce n'est pas de tout mettre à la trappe, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose que j'ai besoin de clarifier avec toi, mais ce n'est pas ce qui remet en cause la légitimité de la relation. Et ça, c'est extrêmement important, parce que là, on crée quelque part un comportement qui est beaucoup plus nuancé, et ça permet à l'autre de se sentir quand même en sécurité. C'est pour ça que lorsque je vais parler à l'autre, je vais peut-être le regarder dans les yeux, je vais peut-être essayer justement de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un geste, quelque part une attitude un peu plus tactile, même si c'est très compliqué, mais ça permet justement de dépassionner le sujet et ne pas laisser ce conflit dégénérer et prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et ça commence souvent de là. C'est que l'autre, finalement, se sent en insécurité et il pense qu'il y a une remise en cause générale. Et en fait, c'est peut-être pas forcément ce que l'on veut. Mais on veut marquer justement que quelque chose a été blessé, il y a une partie de moi qui a été blessée et j'ai envie de me le signifier. Je pense que dans le conflit, l'autre doit sentir qu'il existe encore une synergie entre lui et moi, une synergie de coopération. Et que c'est, encore une fois, pas la fin d'une situation. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase qui peut aider lorsque l'on est justement peut-être à l'issue d'un conflit. C'est « dis-moi en fait ce que tu veux que je fasse pour t'aider à m'aider ». Là, j'ai vu que tu n'as pas compris certaines choses. Dis-moi, en fait, comment moi, je peux t'aider à m'aider. C'est vraiment une règle d'or, parce qu'en vérité, c'est ce qui permet à l'autre de comprendre qu'en réalité, l'énergie du couple n'a pas été brisée et qu'il y a toujours cette volonté de coopérer. C'est extrêmement important. Ça laisse en toile de fond, en réalité, une vision de la difficulté qui est complètement différente. Il y a aussi, dans un conflit, je pense, des questions essentielles à se poser, parce qu'en fait, une position de clarté qui me semble très importante. Parce qu'en vérité, des fois, on va essayer de gérer des problèmes qui sont sans solution et revenir dessus. Et c'est vraiment se poser des questions. Est-ce que vraiment le problème que je soumets là, il a une solution? Est-ce que peut-être, est-ce que c'est un problème dont on a peut-être déjà discuté et qui revient de façon récurrente, peut-être un problème, je ne sais pas, sur les enfants, sur la famille, sur l'argent. En fait, c'est quelque chose qui revient sur le tapis sans pouvoir être résolu. Parce qu'il faut vraiment faire la différence dans les, on va dire, dans les sujets qui sont soumis. Est-ce que réellement, il y a quelque chose à faire? Et en étant franc avec nous-mêmes, parfois, on revient sur des dossiers, même des dossiers qui se sont passés il y a très, très, très longtemps et qu'on ne peut pas changer. Et on revient et on ressasse et on revient et on... Vous voyez? Mais c'est déjà quelque chose qui me demande d'être accepté, que je puisse accepter. Mais en fait, j'ai l'impression que pour pouvoir l'accepter, j'ai besoin de revenir et de revenir sur des dossiers sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Et ce n'est pas ça qui me permettra d'avancer, d'accepter la chose. Donc, je pense que ça demande une forme d'honnêteté morale, d'intégrité, savoir qu'il y a des dossiers en vérité sur lesquels ce n'est même pas la peine de les ouvrir, parce que c'est des dossiers qui sont sans suite, sur lesquels on n'a pas du tout de pouvoir. Je vais maintenant, dans ce déroulé,
en fait, essayer de voir avec vous certaines attitudes qui me semblent importantes, qui permettent justement de faire évoluer ces incompréhensions et faire sentir à l'autre que quelque part, eh bien, tout simplement, je ne suis pas fâchée contre lui, mais sur la manière dont il peut-être essaye de me faire passer les choses. Donc, c'est réellement parfois se mettre en dehors d'une position qu'on appelle la position du sachant. Vous savez, quand quelqu'un, justement, est là, essaye de nous expliquer les choses, et nous, on est là, un petit peu, on appelle ça la position du pharaon, hein, les bras croisés, et on sait tout, on connaît tout. Eh bien, ça, c'est quelque part, on n'a rien besoin de nous apprendre, c'est quelque chose qui est souvent à la base de certains conflits. Et au contraire, notre attitude, c'est d'essayer de se dire, en fait, il est quelqu'un de complètement différent de moi, même si c'est mon époux, même si c'est mon enfant. Et c'est avoir cette curiosité de comprendre un petit peu qu'est-ce que je ne comprends pas de lui. Et pour cela, il faut avoir une dose importante de confiance en soi et de confiance en l'autre. La confiance en soi, c'est de se dire, je suis en capacité de comprendre des choses que je n'ai pas comprises jusqu'à présent, ça c'est important. Et la confiance en l'autre, c'est avoir confiance dans le fait que, eh bien, l'autre, dans son attitude, n'est pas là pour me faire du mal, et peut-être que l'autre aussi aura la capacité de m'expliquer ce que je ne comprends pas. Donc cette dose de confiance en soi va permettre aussi de faire évoluer ce conflit beaucoup plus rapidement. Tout à l'heure, je parlais aussi d'une composante qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est réellement cette capacité tout simplement à avoir de l'empathie, qui est vraiment une étape réparatrice dans le processus tout simplement de la gestion du conflit. Donc, c'est important justement de développer de la compassion. Souvent, on va avoir de la compassion pour le voisin, on va avoir de la compassion pour des amis, et on a beaucoup, beaucoup de mal à avoir de la compassion pour des personnes beaucoup plus proches. Parce que malheureusement, ce qui nous anime, c'est beaucoup le jugement. Et c'est se poser la question, tiens, quelle réaction j'aurais eue si mon ami avait réagi de cette façon? Et quand on est juste, encore une fois, et qu'on est honnête avec soi-même, on va très vite comprendre qu'on aurait eu peut-être une attitude beaucoup plus compassionnelle et beaucoup plus empathique. Donc ça, c'est aussi importante. Une autre attitude qui est quand même à prendre en compte, c'est que lorsque je suis activée, comme je vous l'ai dit, je suis jetée dans mes émotions. Et là, je vais commencer à dire un peu n'importe quoi et faire n'importe quoi. C'est peut-être important, et je le propose souvent à mes coachés, c'est de faire ne serait-ce qu'un pas en arrière. Quand je suis face à l'autre et que je suis très activée, peut-être de faire un pas en arrière comme si je m'extrayais de la situation. Rien que ce pas, tout simplement, me met dans une situation où j'essaye de sortir de là pour être beaucoup moins activée. Le top du top, bien sûr, c'est d'essayer de dire, écoute, là, pour moi, ce n'est pas du tout le moment de parler. On reviendra sur cette situation et aller justement faire, en fait, appuyer un peu sur la touche pause pour justement faire en sorte de faire redescendre un peu la pression, parce qu'à ce moment-là, quand on est dans nos émotions, tout ce que l'on va dire ne va pas être productif, mais va être au contraire contre-productif. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer justement de faire comprendre à l'autre ce qui est important pour nous, donc, et passer un message qui est audible. Et là, je suis complètement dans une attitude contre-productive. Ce qui aussi permet aussi de pouvoir faire descendre l'intensité du conflit, c'est travailler ce pouvoir magique qu'on appelle l'écoute. L'écoute, même si je ne suis pas toujours OK avec ce que l'autre me dit, c'est important justement de pouvoir écouter, se mettre jusqu'au bout, encore une fois, et sortir de cette position du sachant et pouvoir justement essayer de se dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec curiosité, tiens,
qu'est-ce qu'il essaye de me faire passer que je ne connais pas de lui. Avoir cette curiosité. Vous l'avez compris que Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Je pense que ces 2 oreilles nous montrent bien qu'on doit avoir cette double capacité à pouvoir écouter et cette capacité à parler, mais bien de façon moindre. Donc, c'est important justement d'écouter sans interrompre l'autre pour lui montrer en réalité, bon, c'est vrai que je ne suis pas OK avec toi, mais je suis réceptif, je suis présent ici, je suis réceptif à ce que tu me dis. Et ça, je peux vous dire que c'est aussi quelque part on va dire un moyen de pouvoir baisser le son du conflit et faire en sorte que l'autre, peut-être que dans sa manière d'exprimer ce qu'elle ressent, va aussi baisser son intensité parce qu'elle va se sentir finalement accueillie. Ça veut dire qu'en fait, elle se sent reconnue. Là, je suis reconnue. L'autre est là et je suis reconnue dans ce que, eh bien, j'essaye de lui exprimer. Et là, c'est complètement différent. Donc, l'idée, c'est réellement d'essayer de sortir d'un jeu de pouvoir dans lequel on se met parfois dans une relation conflictuelle et rentrer dans une relation plutôt humaine et essayer justement de se dire, bon, qu'est-ce que je n'arrive pas à lui faire passer comme message, peut-être avoir un message beaucoup plus audible, ou alors essayer justement de faire passer à l'autre le message, écoute, je suis là, j'écoute ce que tu me dis pour mieux comprendre. Et je pense que ça donne une espèce de permanence dans nos relations. Ça donne une certaine sécurité, même quand on est activé dans un désaccord, on va dire, ça ne met pas, ça ne menace pas le lien. Le lien existe. Et la relation n'est pas touchée par cela. On peut avoir des désaccords, hein, et ça, c'est des composantes, mais on ne doit pas laisser ces désaccords, finalement, altérer la cellule couple. Ce qui marche aussi extrêmement bien, mesdames, c'est lorsque, justement, on a envie que l'autre se prépare à ce qu'on a besoin de lui dire, c'est passer par des petits mots qui vont justement la prévenir. Voilà, écoute, est-ce que tu m'autorises à te dire quelque chose? Est-ce que tu m'autorises à te faire une petite critique? Là, automatiquement, l'autre, eh bien, elle a un temps pour se préparer et finalement, elle va dire, bon, ok, vas-y, envoie ce que tu as à me dire. Donc, le fait eh bien, de le prévenir va empêcher justement que l'on va monter dans les tours, qu'il va y avoir une escalade chez l'autre et il va être réactif. Là, justement, on le prévient pour éviter cette réactivité. Vous savez, quand on est comme ça dans des périodes de construction dans le couple, et on est tous en période de construction, on est tous des apprentis en devenir, eh bien, je pense qu'il est très important de tirer des informations de ce qu'on peut avoir vécu. Tout à l'heure, je vous disais que dans un couple, on a un petit peu le même type d'attitudes qui se perpétuent, qui sont là, et c'est un petit peu toujours de la même façon que les conflits éclatent, et comment en fait, eh bien, ils interagissent au travers des 2 partenaires. Je dis souvent que la meilleure façon, c'est quand on a des périodes comme ça où on se sent peut-être plus proche, c'est d'essayer d'utiliser on va dire un training et d'essayer justement de prévenir les moments plus compliqués. Et j'invite souvent mes couples à leur dire, écoutez, prenez 10 minutes peut-être et essayez de vous asseoir pendant 10 minutes, écoutez l'autre sans rien dire, sans dire un mot, sans l'interrompre, en étant attentif à ce qu'il dit et juste être là. Et faites cet exercice de façon alternative, alternée, c'est-à-dire l'un va parler 10 minutes, l'autre va se taire, va essayer de se concentrer sur ce que l'autre va passer comme message, et de l'autre côté, faites la même chose. Vous allez voir que vous allez commencer à comprendre à combien
cela nourrit. D'ailleurs, en fait, cet exercice, terminez toujours en regardant l'autre pendant quelques secondes dans les yeux, dans le silence. Là, vous allez voir que ça développe une espèce de présence, l'autre se sent compris et encore une fois, ça renforce le lien. Et ça, c'est des petits exercices qui sont extrêmement importants, de pouvoir justement utiliser ces moments où l'on est peut-être plus calme, plus proche l'un de l'autre, pour pouvoir prévenir les moments un peu plus orageux. Faites cet exercice, vous m'en donnerez des nouvelles. Je pense que c'est assez intéressant et c'est vraiment un bon training à installer dans le couple. Ces moments de présence, d'abord à soi et de présence à l'autre. La personne se sent reconnue, se sent validée. Et ça, c'est quelque part, c'est quelque chose qui privilégie la relation et qui la sécurise. On ne peut pas parler de gestion de conflits sans revenir aux travaux d'un homme qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui a mis en place ce qui s'appelle la CNV. Vous avez dû peut-être en entendre parler, c'est cette communication non violente. La CNV, c'est ce qui permet justement d'avoir un langage et des interactions qui sont basées sur la bienveillance et qui permettent à l'autre de pouvoir échanger avec beaucoup plus de facilité. La CNV, en fait, elle s'appuie bien sûr sur l'empathie, mais elle s'appuie en fait sur on va dire, 4 points qui permettent justement d'avoir un langage bienveillant, un langage de construction et qui fait que ça débouche justement sur des solutions plausibles et qui fait avancer n'importe quel type de relation, que ce soit la relation avec mon enfant, que ce soit la relation avec mon collègue, que ce soit la relation avec un parent ou alors avec mon conjoint. Donc, c'est quelque part, c'est à la base d'une meilleure communication, c'est ce qui permet une meilleure communication. Et quand on parle de CNV, on parle de 4 points, on parle de situation, on parle d'émotion, on parle de besoin et on parle de propositions négociables. Alors, je vais vous expliquer ces 4 points. Eh bien, quand on va justement, on a besoin de revenir sur une situation et on a surtout envie de passer un message que l'autre puisse comprendre pour, en fait, faire améliorer la situation, eh bien, on va revenir sur la situation objectivement, sans jugement. On va dire, voilà, hier, quand tu m'as répondu cela, ok, donc on revient sans jugement, sans dire, ah, c'est toujours comme ça, ah, même, ça me rappelle que la fois dernière, c'était sans jugement. Après, on va passer au deuxième point. On va nommer ce qui s'appelle nos émotions, nos ressentis. Eh bien, j'ai ressenti de l'incompréhension de ta part, j'ai ressenti une insécurité dans la relation parce que je n'étais pas comprise. On parle toujours en jeu. Une fois qu'on a nommé ces émotions justement qui nous font ressortir un peu ce qu'il y a là, on va passer au troisième point qui sont les besoins. On va exprimer nos besoins, c'est-à-dire, écoute, j'ai besoin de savoir que tu es là, que tu m'épaules. J'ai besoin que tu puisses peut-être m'aider à clarifier certaines situations. Donc, j'ai besoin de ressentir que tu comprends ce que j'exprime. Ça, c'est le troisième point. Donc, on a exprimé son besoin. Et le quatrième point, eh bien, on va justement être dans la proposition négociable. On va demander à l'autre, sans exiger, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir avancer les prochaines fois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à mieux comprendre ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à mieux m'aider ? C'est exactement ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Donc là, on est dans une espèce de proposition négociable. Et là, si on arrive justement à travailler ces 4 points et passer, en fait, et organiser nos messages, que ce soit nos remarques, que ce soit une volonté de clarifier un dossier,
Là, quand je parle de je, quand je parle de moi, je nomme la situation sans jugement, je nomme mes ressentis, je nomme mes besoins et je suis dans une proposition négociable. L'autre, tout simplement, va pas se sentir en danger parce qu'on ne le touche pas directement. On est encore dans une... Tout à l'heure, je parlais de cette synergie de coopération. L'autre va, on va dire, entendre, va en fait, va pas mettre un mur entre lui et moi parce qu'il ne se sent pas en danger. Au contraire, on va l'amener justement à davantage écouter. C'est pas la même chose. On va l'amener à faire en sorte que le message soit audible et automatiquement, eh bien, on va dire, eh bien, il y a une mise en route qui va être faite et les choses, d'une façon générale, vont évoluer. Donc, vous voyez qu'en vérité, j'ai envie de dire que, en fait, dans tout ce que l'on vit, tout est une question de stratégie. Ce qui est intéressant, ce que je disais ce soir à un coaché d'ailleurs, je lui disais, écoute, toi, tu as une super stratégie au niveau professionnel. Pourquoi tu n'exportes pas ça dans ta vie personnelle ou dans ton couple? Tu sais, tu as un savoir-faire, mais ce savoir-faire, souvent, on le cantonne à on va dire, à un domaine de vie. Mais on n'arrive pas justement à l'exporter dans les autres domaines de vie. Mais en vérité, on porte en nous ce savoir-faire, mesdames. Et ça, c'est important que vous le compreniez parce que ça me donne beaucoup plus de pouvoir de faire les choses. Il suffit d'exporter. Et comme je dis souvent à mes couples, le couple, puisque je parlais du couple ce soir, la relation doit en fait être au centre de ma vie. On a besoin de relations. On est, encore une fois, des êtres de lien et d'attachement. On ne peut pas vivre sans relation. Très, très important. C'est ce qui assure notre pérennité, c'est ce qui permet de pouvoir vivre de la meilleure façon possible. Donc, essayons de se dire, tiens, dans d'autres domaines de vie, quelle stratégie, j'aime bien le mot, eh bien, j'aurais utilisé et essayer d'exporter ça. Et vous allez voir que, quelque part, on porte en nous tous les outils, on porte en nous cette expertise. Il suffit d'exporter, en fait, tout cela, l'importer dans d'autres domaines et pouvoir justement eh bien, améliorer tout simplement nos relations et ne pas laisser surtout dégénérer le conflit dans nos familles et même, on va dire, ça peut être aussi ce conflit intérieur, mais ça, on va dire, on n'est pas vraiment rentré dedans. Je parle surtout de la gestion du conflit avec eh bien, notre entourage. Bien sûr que le premier conflit, c'est celui que l'on peut avoir avec soi-même. Et c'est clair que, quelque part, ça aussi, c'est un conflit à clarifier. Alors, ce que j'aime bien, en fait, j'aime bien donner, c'est justement quand on vit des relations souvent conflictuelles, j'ai un petit barème que je propose eh bien, et qui permet justement d'évaluer, lorsque je vis des situations conflictuelles, est-ce que je suis à ma bonne place et est-ce que j'ai les bonnes attitudes? Et j'ai un petit barème que j'aime bien proposer à mes coachés. Prenez-le si ça vous parle et peut-être eh bien, essayez d'utiliser. C'est en fait, à chaque fois que je suis activée par un conflit, examinez l'attitude que vous avez et comptez dans les points que je vais vous nommer tout de suite, tous les C, tous les mots qui commencent par C. Alors, je m'exprime, c'est qu'en fait, pour pouvoir savoir si j'ai la bonne attitude, il va falloir se poser la question, est-ce que je suis curieux, comme C, de comprendre le point de vue de l'autre? Et là, je réponds à cette question. Vous le savez, de bonnes questions amènent de bonnes réponses. Donc, l'idée, c'est, est-ce que je suis curieux en réalité, en étant honnête avec moi-même, curieux avec un C, et de comprendre le point de vue de l'autre. Et là, je réponds à la question. Deuxième question dans laquelle aussi le C est très important, est-ce que j'essaye de garder la connexion à tout prix avec l'autre? Par un toucher, par peut-être même un petit mot, peut-être même par un regard.
Donc, est-ce que j'essaye de garder la connexion? C'est comme connexion avec l'autre. Et je réponds sincèrement à ces questions. La troisième question, c'est est-ce que je me sens calme, encore C, à l'intérieur de moi, ou est-ce que je suis activée? Parce que si je ne suis pas calme, automatiquement, ce qui va sortir de moi, c'est un peu n'importe quoi. Vous êtes OK. Donc, est-ce que je me sens calme pour pouvoir justement essayer de mieux gérer ce qui se passe? Encore une fois, ce C qui représente calme. Maintenant, c'est comme compassion. Est-ce que je ressens la compassion de la compassion pour l'autre? Ou est-ce que je suis que dans le jugement? Tiens, qu'est-ce que je ferais à un ami? Comment je jugerais un ami? Donc, est-ce que je ressens de la compassion pour l'autre? Peut-être qu'il a agi de cette façon, ok, mais on est tous, entre guillemets des enfants blessés, hein, on est tous des enfants dans des corps d'adultes. Donc, qu'est-ce que des fois un enfant, un enfant, il fait des erreurs. Donc, est-ce que j'ai cette compassion pour l'autre? Ou est-ce que je rentre dans mon, on va dire, dans mon statut de fer, là, et je lâche rien? Maintenant, c'est comme, coopère. Est-ce que quand je me retrouve dans une situation pareille de conflit, est-ce que je coopère? Est-ce que j'essaye de trouver une solution? Est-ce que je coopère? C'est comme coopérer. Une autre question qui est intéressante et qui aussi remet c'est est-ce que j'utilise la communication non violente, la CNV, dont je vous ai parlé? C'est 4 points pour une meilleure communication, pour pouvoir passer un message audible et qu'il y ait un pont au lieu de créer un mur avec l'autre. Donc, est-ce que j'utilise la communication non violente? Est-ce que, en fait, c'est comme courage? Est-ce que j'ai le courage, c'est important, de remettre en cause ma responsabilité dans cette situation? Ma responsabilité, ça ne veut pas dire ma culpabilité. Est-ce que j'ai aussi le courage de prendre ma part du gâteau? Bon, il a peut-être des torts, il n'a pas compris, mais est-ce que moi, j'ai passé un message suffisamment audible? Vous voyez? Et je pense que lorsqu'on se pose ces questions et qu'on revient à ces différents c'est comme curieux, c'est comme connexion, c'est comme calme, c'est comme compassion, c'est comme coopération, c'est comme communication non violente, c'est comme courage. Il est clair que en ayant ces vraies questions, on amène de toutes les façons la relation à un niveau supérieur, c'est clair. Et automatiquement, le conflit prend l'allure de quelque chose de constructif et de quelque chose de positif. Voilà. Alors j'espère que ça a pu, on va dire, clarifier certaines choses. En tous les cas, je vous invite peut-être à réécouter cette conférence parce que je pense qu'il y a pas mal d'éléments sur lesquels on a besoin de se poser. Ce qui me reste à vous souhaiter, c'est déjà encore à nouveau Chodesh Tov U'Mvorach. On rentre dans un mois merveilleux puisque c'est le mois de Kislev, un mois de chaleur, un mois justement de lumière. Ce qu'on souhaite à tous et à toutes, c'est qu'on puisse justement amener de la lumière à l'intérieur de nous et avec notre entourage pour vivre une vie beaucoup plus épanouissante. Alors, je ne sais pas si Élodie est là. En tous les cas, je vous souhaite… Je suis là. Ah, très bien. Est-ce qu'éventuellement, tu voudrais que l'on passe à des questions ou alors… Avec plaisir. Voilà. Moi, je peux rester quelques minutes, au contraire. Je vais juste réactiver les micros. OK.
Hana, il faut que tu réactives ton micro. Et celles qui ont une question, vous pouvez activer votre micro pour poser une question. Ok, voilà. S'il y a des questions, avec plaisir. Alors, où réécouter ce cours? Alors, Élodie, ça c'est toi, par contre. Sur la chaîne YouTube de Madame Hana Cohen. Non, il y a le site de Ohel Shmuel. J'ai une chaîne YouTube, c'est vrai. Il y a pas mal de matière, mais il n'y a pas que ma chaîne. Il y a aussi, tout ça sera passé bien sur le site de Ohel Shmuel. Et il y a la première conférence, il y a la deuxième aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec plaisir. Mais apparemment, c'était assez clair. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Bon, alors ok. Écoutez, on se dit à bientôt et avancez, soyez heureuse. À bientôt. Bonsoir, Merci beaucoup, Élodie. Hana. Avec Merci plaisir. beaucoup, mesdames. À bientôt. Au revoir. Au revoir.